Vendredi 1er décembre 2017, il sonne 9h. 8 minutes en temps universel. Salut sportif à toutes et à tous. Merci de votre fidélité d'écoute légendaire à Sport FM. Nous sommes vendredi et c'est l'heure de votre émission Plateau Foot Europe. Au menu du numéro 473 dans la première partie, nous évoquons la dernière ligne droite en Ligue des Champions avec les matchs de la 6e journée. Encore 8 billets à prendre pour compléter la liste des 16. Les enjeux à décrypter dans Plateau Foot Europe. Les majeurs sont bien au rendez-vous. La Bundesliga avec Schalke qui dégoûte le Borussia Dortmund dans un derby explosif avec un score historique de 4 partout. À Première Ligue, Rooney est toujours en forme. Wadza s'offre un triplé face à West Ham. Le Real Madrid se fait peur devant Malaga. Service minimum pour le Barça à Mestalla. Jane Daconam, quant à lui, prolonge avec Retafe en Liga espagnole. La Serie A très serrée entre le Napoli et la Juve en attendant le choc, attendu bien sûr ce vendredi en ouverture de cette journée en Serie A italienne. Enfin, le Paris Saint-Germain sans égal en Ligue française. Marseille, nouveau dauphin. Metz de Mathieu Dosevi s'enlise. Dans la deuxième partie, nous faisons un zoom sur le tirage au sort du Mondial 2018 de football qui a lieu dans exactement 5 heures de temps à Moscou en Russie. Et quel sort réservé aux sélections comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France ou entre autres le Portugal. C'est le sujet du débat des spécialistes. Vous aurez bien sûr les réponses à vos questions, le thème sportif et puis le top 3 africain. Le décor est ainsi planté. Oui, je m'en vais saluer mon équipe, l'équipe qui nous accompagne tous les vendredis. Oui, il est là. Il est bien là, lui, ce matin, en vert et blanc. On dirait un joueur de Celtic Glasgow. Franck Munyama, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme. En pleine forme. Ravi de te retrouver ça pour fait plaisir. La nouvelle aventure. Ah oui, comme toujours. Juste à votre gauche, il y a une autre, ça c'est une dame. Elle est habillée en blanc et noir rayé. Ça c'est la Juventus. Bien sûr. Bonjour Fifi, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau et puis je salue tous les auditrices et auditeurs. Comment vous allez pour nous? Ça va, je suis en forme. En forme comme le Paris Saint-Germain. Bien sûr. De l'autre côté, lui, c'est le patron de la Liga espagnole, Romeo Etor. Señor, buenos días. Voilà. Buenos días, Angelo. Bonjour à tous les auditeurs. En forme? Très en forme. Comme quelqu'un? Comme le président de Gondwana. Waouh. Suivez mon regard. Il est aussi là dans cette équipe de Plateau Foot Europe. Lui, c'est Ezekiel Ayatae. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, hello. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être là. C'est la forme. La Serie A va bien? Oui, la Serie A se porte bien. Même c'est le Milan AC qui va mal. Le Milan va très, très, très mal. Nous saluons également au passage Armel Waba, qui, nous te disons beaucoup de courage, sois plein de vie et reviens-nous très 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 fort. Oui, nous saluons également Elom Adovan qui lui est au niveau du web mastering, c'est-à-dire que juste après cette émission, vous pouvez le suivre, de la suivre sur le www.sportfmtv.com. La mise en onde est assurée par Anas PM, oui, même si la voix n'est pas vraiment au rendez-vous, mais on va la prendre comme ça, on va essayer de la gérer. On va vous souhaiter un magnifique mois de décembre, un mois joyeux, plein de bonnes choses avant 2018. Tout ça pour vous souhaiter un joyeux mois de décembre. Morceau également dédié à tous les inconditionnels de cette émission Plateau Foot Europe, où que vous vous trouviez. Également dédicace à vous, chers spécialistes, et spécialement, bien sûr, à Armel Waba. Merci beaucoup, Roméo Liton. On va faire le frein et désormais parler de la Ligue européenne des champions. Nous parlons de la Ligue européenne des champions, la Champions League, avec la 6e et dernière journée des matchs de poule. Ce sera mardi et mercredi prochain. On s'intéresse au groupe A, Franck Munyama, avec le Benfica face au FC Bâle et puis Manchester United qui joue sa qualification face au CSKA Moscou. Nous précisons que dans ce groupe,
aucun club n'est encore qualifié. Oui, aucun club n'est encore qualifié, mais même moi je pense que les 2 tickets iront à Manchester United et le club suisse de Bâle, parce que lorsque vous voyez un peu le classement, Manchester United a 12 points, Oui. et avec un goal bien soigné, Bâle 9 points plus 4, mais le CSK Moscou vient en 3e position avec 9 points aussi, un goal négatif, ça veut dire qu'il faudra mettre beaucoup de buts, mais c'est face à Manchester United et je crains que cette possibilité ne soit impossible. Votre avis, Ézéchiel? Oui, je pense bien que ce serait difficile pour le CSK Moscou, puisque Oui. le CSK Moscou a -1 au goal différentiel, Oui. alors que ça fait +4 pour le FC le Bâle. FC Bâle et... Bon, voilà. le Benfica éliminé. Hein, Oui, de le toute Benfica compétition déjà européenne. éliminé et Manchester qui a +8, donc je pense que ça va être quand même difficile de marquer peut-être 5 buts à Manchester United. Hein. Donc, si le CSK était un club allemand, ça pourrait passer. Ah oui, les clubs allemands qui savent encaisser 4 buts en une mi-temps. Donc je pense bien que ça va être difficile, Oui. parce que de l'autre côté, le FC Bâle qui sera face au Benfica qui a 0 points à son compteur. Donc ça doit passer pour les deux, pour Manchester et pour le FC Bâle. Voilà. Le groupe B, Roméo, c'est un match de prestige, même si c'est vrai, le Paris Saint-Germain est loin devant le Bayern Munich. C'est un match de prestige également, de revanche pour les Bavarois, puisque le Bayern Munich à l'aller a été corrigé au Parc des Princes 3-0 par le Paris Saint-Germain, avec son nouvel homme fort, Jupp Heynckes, qui revient qui revient au devant de la scène, qui redonne confiance à cette équipe bavaroise, même si elle a été battue lors de la journée précédente. Oui, en Je crois Bundesliga. que c'est un match très important pour les Bavarois, même si le Bayern Munich gagne, ne va pas prendre la première place, puisque au goal average, le Paris Saint-Germain est très très loin le devant, plus 25 pour les Parisiens, plus 5 pour les Bavarois. Il y aura véritablement un match assez intéressant. Peut-être que une victoire du Bayern Munich va changer un peu la donne du côté de cette formation, puisque jusqu'à la fin de cette saison, Jupp Heynckes a pour, mission de redonner ou bien de relancer le Bayern de Munich qui court derrière ce titre. Ça fait plus de 5 saisons déjà, donc il va falloir redonner envie aux Bavarois d'aller chercher ce trophée. Quand nous prenons le deuxième match, Celtic Anderlecht, je crois que le Celtic déjà assuré de jouer la Ligue Europa, peut-être va confirmer cette certitude, puisque Anderlecht qui est 0 points. 0 points, je crois que c'est déjà fait pour cette équipe qui va aller se chercher et réapprendre pour revenir peut-être l'année prochaine. Fifi, qu'est-ce qui se dit du côté du Paris Saint-Germain? On va gagner ce match pour garder la suprématie dans ce groupe. On veut garder la première place du groupe, ça c'est clair. Maintenant, je pense même une défaite du Paris Saint-Germain ne serait pas alarmant. Oui, tout à fait. Parce que le Paris Saint-Germain, je suis sûr, gardera la première place. Mais je crois que le Paris Saint-Germain va vouloir jouer un coup là-bas, peut-être un match nul. Pourquoi pas s'il y a une possibilité de gagner également ce match. Ce sera compliqué quand on voit le Bayern depuis quelques journées maintenant revenir au haut niveau, au bon niveau. Je crois que ce sera un match intéressant et on verra bien la fin, celui qui gagnera. On sait qu'à un moment de la saison, le mental est très important. Donc une victoire du Paris Saint-Germain ne ferait que renforcer la confiance de ces joueurs-là qui veulent aller chercher ce trophée. Donc il va falloir forcément battre le Bayern. C'est aussi une question de suprématie et au même moment un message aux autres adversaires ou aux éventuels adversaires du Paris Saint-Germain. Donc c'est important que le PSG gagne ce match. Le message est déjà là. Ah oui, mais une défaite du PSG pourrait faire dire à certains que le PSG est prenable et tout. Donc je pense que le PSG va vouloir gagner. Et surtout que Jupp Heynckes, c'est son gros premier test depuis son retour sur le banc. Il va vouloir aussi faire, se faire respecter. Donc je pense que ça va être un match plein. Et n'oubliez pas que cette défaite de 3-0 à Paris fait très mal au Bayern de Munich. Ça a même engendré le départ de Carlo Ancelotti. Oui. Donc ce qui veut dire que c'est une défaite qu'on n'a pas acceptée, qu'on n'a pas digérée. Maintenant, si même une défaite du Paris Saint-Germain lui permet quand même de garder la première place du groupe, le Bayern
veut gagner ce match pour démontrer en fait qu'il reste aussi un grand d'Europe et pour dire au Paris Saint-Germain peut-être que cette défaite de l'aller ne constitue qu'un incident de parcours. Maintenant, c'est un match de prestige et de suprématie dans ce groupe. Les Bavarois veulent gagner. Maintenant, ça va se jouer sur le terrain. Et nous rappelons que surtout que ça se joue au goal average particulier. Donc le PSG pourrait perdre 4-0 et le Bayern prendra la affaire, quoi. Oui, justement, mais c'est pour que dire tout simplement que c'est pas impossible. Une victoire du Bayern 4-0 ferait prendre la tête du groupe au Bayern Munich. Mais rappelons que le dernier manager à faire gagner la Ligue des Champions au Bayern se nomme un certain Jupp Heynckes. C'était en 2013. Le groupe C avec Chelsea, Atlético Madrid. Là aussi, il y a match et puis AS Roma face à Karabakh. Oui, là, moi je pense que les deux places du groupe sont déjà, pour moi, les deux places sont déjà prises. Hein. C'est Chelsea et puis l'AS Roma. C'est vrai que Atlético a 6 points, mais Atlético se déplace à Chelsea et je ne vois pas Chelsea laisser l'occasion de garder la première place du groupe là-bas. Maintenant, pour que l'AS Roma passe, l'AS Roma doit battre Karabakh pour passer. Et ça, Atlético, l'AS Roma doit battre Karabakh pour passer, pour pouvoir passer maintenant. Je crois que ça va se faire à domicile. L'AS Roma va jouer le dernier du groupe Karabakh et je ne vois pas également l'AS Roma laisser cette deuxième place-là. Vous voyez un gros score? Un gros score, peut-être un gros score, mais ce qui est sûr, l'AS Roma va assurer sa deuxième place et Chelsea aussi va vouloir assurer sa première place en dominant Atlético. Le groupe D avec le Barça déjà qualifié, c'est la Juve maintenant qui doit faire le gros du travail. Rappelons que la Juve se déplace en Grèce pour y défier l'Olympiakos d'Alexis Romao. Et j'espère que les Italiens ont pris exemple sur le FC Barcelone qui a été tenu en échec par Olympiakos, 0 but partout. Ça va être un match compliqué pour la Juve, mais je crois que la vieille dame va user de son expérience pour passer parce qu'il faut gagner ce match. Parce que derrière aussi. Derrière, il y a également le Sporting Club, mais vous savez, le Sporting Club. En tout cas, ça va sonner comme une catastrophe. Aller gagner le Barcelone, le Barça à domicile. C'est pourquoi la Juve doit tout faire pour gagner au moins ce match pour s'assurer de la deuxième place. Le groupe E, oui, il y a suspense dans ce groupe. Franck Lunyama, Liverpool 9 points plus 10. Deuxième, Séville 8 points, 0 compteur et 0 au niveau du goal différentiel. Et puis le Spartak Moscou 3e avec 6 points. Tous les trois peuvent se qualifier. Oui, tous les trois peuvent encore rêver pour la qualification au deuxième tour. Maintenant, lorsque vous voyez les affiches de cette dernière journée dans le groupe E, on voit Maribor qui reçoit le Football Club Séville. Je crois que c'est un déplacement pas compliqué pour les Espagnols. Lorsque vous voyez Maribor à 2 points, on se dit qu'ils n'ont pas d'argument face au club espagnol qui est le Football Club Séville. Je crois que ça va se faire. Et dans l'autre match, je crois qu'il y a match à jouer parce que Sparta a 6 points et peut prétendre passer devant Liverpool en cas de victoire. Donc je pense que ce n'est pas évident pour les hommes de Jürgen Klopp, mais on va se dire ils sont à la maison devant leurs supporters. You'll never walk alone, ça va chanter jusqu'à la fin. Ils ont quand même les moyens de pouvoir passer devant cette équipe du Sparta et je pense que Liverpool et le Football Club Séville passeront au tour suivant sauf catastrophe. Mais Franck, n'est-ce pas une surprise de ne pas voir une équipe qualifiée jusqu'à la 6e journée dans ce groupe? Ça veut dire que tous les clubs sont venus saisir leur chance et personne ne veut laisser la place à l'autre. Donc, je veux dire qu'il y a quelque chose de nivellement de valeur. Une redistribution des cartes. Donc, il n'y a pas eu de domination outrageuse dans ce groupe E. Et c'est ce qui fait le bien du football. Et ça fait plaisir, tout simplement. Là où il y a domination outrageuse, c'est le groupe F de Manchester City, déjà qualifié. Maintenant, le reste va se dérouler entre le Shakhtar Donetsk, 9 points, et puis le Napoli. Oui, le Napoli qui se retrouve à une 3e place surprenante parce qu'on attendait peut-être ce Napoli-là jouer les premiers rôles, même passer. City. Oui, même passer devant City, pourquoi pas. Mais finalement, c'est une équipe du Napoli à la traîne. Donc cette dernière journée va peut-être permettre au Napoli de se qualifier. Mais même si le Napoli joue le Feyenoord, oui, tout à fait. Manchester City sera à l'extérieur. Oui, mais Manchester City sera face à Shakhtar. Maintenant, les Citizens déjà qualifiés pourront tourner leur effectif parce qu'il y a quand même des matchs de championnat à venir
Donc, faut faire reposer les joueurs. Et si les Citizens tournaient leur équipe, ça pourrait profiter au Shakhtar, parce que même un match nul permettrait au Shakhtar d'être qualifié, de prendre cette deuxième place. Donc, c'est difficile pour le Napoli. Tout simplement, les Napolitains n'ont pas leur destin en main. Il va falloir compter avec un faux pas du Shakhtar Donetsk, mais au même moment il va falloir gagner, donc je pense que c'est un peu difficile. On va s'intéresser au groupe D, le groupe H, bien sûr, le groupe H de double tenant du titre. Là-bas aussi, il n'y a pas de suspense, hein, même si, oui, il y a un certain Real Madrid, Borussia Dortmund. Oui, je crois que les 2 tickets déjà acquis. Maintenant, il va falloir qu'on reste serein, qu'on garde la même dynamique jusqu'à la fin de cette phase de poule. Oui. Le Real Madrid qui reçoit le Borussia Dortmund, les Allemands ont obligation de faire un bon score, même si c'est pour garder la 3e place. Je crois que c'est très important pour les Allemands. Maintenant, quand vous prenez le Real Madrid qui commence par retrouver son football, surtout en Ligue des Champions, je crois que ça va être compliqué pour les Allemands. N'oubliez pas qu'à l'aller, le Real s'est imposé sans difficulté, mais il va falloir rééditer peut-être le même exploit, puisque c'est difficilement que le Real gagne le Borussia Dortmund sur cette terre, mais il a fait cette saison. Et puis Karim Benzema qui retrouve le centre de but, il en a mis un doublé face à l'Apoel lors de la saison, enfin de la journée précédente. Il en a mis également un but en Liga. Je pense que le Real Madrid aujourd'hui va faire tout pour pourquoi pas marquer 2 buts et Cristiano Ronaldo qui a également un record à abattre dans cette Ligue des Champions, ou bien établir un nouveau record. Il va vouloir également marquer, malheureusement pour le Real Madrid, après avoir retrouvé Gareth Bale, il s'est blessé encore en coupe, et il sera absent forcément. Keylor Navas qui retrouve les buts. Je pense que le Real Madrid va gagner le Borussia Dortmund. Quand nous prenons Tottenham Apoel, il n'y a pas match, Tottenham déjà qualifié, donc il faut tourner l'effectif. Il faut tourner l'effectif. Un mot là-dessus. Tottenham sûr de finir en tête de ce groupe et le Real deuxième. Maintenant, le gros suspense ou le seul enjeu de ce groupe-là, c'est la troisième place qualificative pour la Ligue Europa. Maintenant, les 2 équipes ont 2 points. Dortmund est à la pointe Nicosie 2 points moins 12. Oui, maintenant, si au cas où le Dortmund perdait face au Real et la pointe Nicosie obtenait peut-être ne serait-ce qu'un match nul, c'est la pointe. Ça c'était un scénario incroyable. Voilà, c'est la pointe qui passe. Donc c'est possible. Les 2 vont perdre. On l'a déjà dit que Tottenham est sûr de finir en tête. Donc on sait l'intensité de ce qui se passe en première ligue. Donc forcément on va tourner l'effectif. Donc je pense quand même que c'est un match que les Allemands vont jouer à fond pour quand même garder cette 3e place là et ne pas quitter définitivement les coupes européennes. Ça reste quand même une grosse déception du côté des Borussia. Les 2 premiers, il n'y a pas de problème. Ils peuvent dormir tranquille parce que la qualification est assurée. Ce n'est pas un déplacement tranquille pour le Borussia Dortmund qui n'a pas sa tête à la compétition. Déjà, ce 4-4, la dernière fois en Bundesliga, continue de les troubler. Donc je ne vois pas trop ce qu'ils iront faire, on va dire, au stade Santiago Bernabéu. Le Real va gagner. Cristiano Ronaldo va vouloir soigner, on va dire, ses statistiques. Donc c'est fait pour le Real et Tottenham. Apoel, on verra s'ils arrivent à arracher un match nul, mais je ne pense pas. Je pense que attention aux Allemands de ne pas prendre. Apoel et Dortmund vont perdre. Et Dortmund va se classer 3e. Voilà. Attention aux Allemands de ne pas prendre une valise parce que c'est ça aussi, parce au cas où ils perdaient avec peut-être 5 buts d'écart face au Real. Attention. Ils sont à moins, je crois Apoel est à moins 12. Oui, Apoel est à moins 12. Et Borussia à moins 5. À moins 5. Il faut prendre 7 buts ou bien 8 buts. Ezekiel, soyez pas le prophète du Real Madrid, parce que là, vous allez faire des jaloux du côté du Borussia Dortmund. L'autre équipe également qui peine cette saison, c'est Monaco, éliminé de toute compétition. Le dernier ticket également va se jouer dans ce groupe-là. Beşiktaş déjà qualifié qui va se déplacer en Allemagne pour y jouer Leipzig. Et puis FC Porto, Monaco. Monaco a choisi de gagner l'argent, ils l'ont gagné. Maintenant, derrière, ils souffrent en championnat. Ils ont vendu leurs meilleurs joueurs. Il n'y a rien à dire. Donc, aujourd'hui, ils vont prendre le temps de se reconstruire, de donner de l'expérience à ces jeunes joueurs. Les Keita Baldé, c'est vrai qu'ils ont des joueurs d'expérience comme Moutinho. Voilà, donc
ça ne marche pas pour le moment. Ouais. Je crois qu'ils ont eu l'argent, ils n'ont qu'à prendre cet argent et se reposer là-dessus. Et la saison prochaine, ils vont peut-être avoir ou bien mettre en place une équipe solide pour faire face aux compétitions européennes. Oui, dans ce groupe, moi, je vois plutôt Leipzig passer. 7 points plus 0 et puisque puis de là, côté, Porto sera deuxième et Leipzig sera troisième. C'est ce que j'aimerais en cas où Leipzig gagnait. Porto va battre Monaco. C'est sûr. Et conforter et aura 10 points. Il sera derrière Besiktas et Leipzig et Besiktas, ce sera un peu plus compliqué. Mais je pense que dans ce cas de figure, c'est Leipzig qui sera troisième dans ce groupe. Et là, ça serait quand même assez aussi, on peut dire, ce serait quand même plus compliqué pour Leipzig de battre Besiktas. C'est vrai, c'est à la maison, mais... Ce serait quand même... Ce n'est pas gagné, les Allemands en ont les moyens. Ouais. Les Allemands de Leipzig en ont les moyens, je pense. Maintenant, Monaco, c'est une équipe qui peut surprendre. Vous n'êtes pas surpris de son élimination dans cette compétition? Oui et non, parce que c'est vrai qu'on a fait venir certains joueurs pour pallier les départs. Voilà, ces départs-là. Jovetic, par exemple. Voilà, Jovetic qui est là. Mais il a le nom, mais il n'a plus grand-chose dans les pattes. C'est plus le joueur qu'on a connu dans la Série A italienne. Tout à fait. Donc, je pense que pour Monaco, ça a été une saison ou un début de saison difficile. En témoigne ce qui se passe en championnat et en Ligue européenne des champions, surtout cette défaite de la dernière fois à domicile, encaissant 4 buts. Donc je pense que pour Monaco, c'est super difficile. Et on va faire le point de ces équipes-là déjà qualifiées. Il y a le Paris Saint-Germain, le Bayern, le Real Madrid, le Barça, Chelsea, City, Tottenham et puis Besiktas. Encore 8 billets à prendre. Ce sera mardi et mercredi prochain. Et le tirage au sort des 8e a lieu le 11 décembre prochain. On suivra tout ça. C'est dans 10 jours. Dans 10 jours. En tout cas, pour Lionel Messi, les favoris sont le PSG et Manchester City. Pas United. Non. Et Barcelone. Il veut être humble. Non, mais gagner ce titre. Il a dit au vu du début de saison de ces deux formations. Bon, c'est son avis. Nous aussi, on a nos avis. Bon. Après, il y a le tirage au sort aussi. Justement. Bon, je pense un peu de chance. Il semble que les Français redoutent les grosses écuries. Bien sûr, parce que là, le Real Madrid peut être... On peut avoir un Paris Saint-Germain Real Madrid. Puisque le Real Madrid va terminer deuxième. Et Paris va terminer premier. Donc, c'est quand même... On aurait préféré peut-être Tottenham. Oui. Mais on verra bien. Le Real n'est pas aussi très, très en forme. Et c'est jouable quand même. C'est jouable. Tottenham a battu le Real Madrid. Parole de Parisienne. On va éviter quand même... le Barça déjà. Oui, bien sûr. Lorsqu'on veut gagner la compétition. En tout cas, on évite à ce niveau de la compétition, à ce niveau de la compétition, il faut quand même éviter les. Ah bon? Oui. Et si on veut gagner la compétition, je suis sûr que c'est le vœu de chaque club. D'éviter déjà les gros en huitième, peut-être la finale ou en demi-finale. En tout cas, pour moi, le Paris Saint-Germain n'a pas encore l'étoffe pour gagner. Oui, pour gagner. Elle est en progression. Peut-être les demi-finales, elle est en pleine progression. Oui. Elle a encore besoin de quelques détails sur l'échiquier européen avant de pouvoir s'imposer. Donc, si le PSG va gagner la Ligue des Champions cette année, ça va être du côté mental. Oui, puisque important. Voilà, l'équipe a ils ont une équipe pour. Voilà. Je crois que ça se joue du côté du mental. Mais heureusement pour les Parisiens, cette année, on voit que c'est une équipe très déterminée. La débâcle au niveau de Barcelone, on essaie de l'oublier. Et maintenant, on est en train de revoir une équipe assez forte, assez compacte, assez décidée d'aller plus loin. Je crois que ça peut jouer quelque chose. Bonne chance au Paris Saint-Germain. Fini pour la Ligue des Champions. On fait la pause, jingle, et on attaque les majeurs. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Vous l'aurez compris, on s'est intéressé pour une fois à la Bundesliga avant la première ligue anglaise. La dernière fois, le derby de la Ruhr entre Borussia Dortmund et Schalke 04. Comment Dortmund menait 4-0 après 25 minutes de jeu. Et juste à la fin des 90 minutes, ça fait 4 partout. Comment l'expliquer, jusqu'aujourd'hui, même Peter Bosz n'arrive pas à se l'expliquer. Parce que là, tout simplement, il faut dire que Borussia Dortmund n'est pas tranquille au moment de jouer ce match. Début de saison compliqué, des joueurs qui ne se retrouvent pas. On ne peut pas comprendre que vous menez 4-0
Après 25 minutes et à la fin du match, on retrouve à l'affiche 4-4. C'est tout simplement ahurissant pour les jeunes noirs. Et puis, au Signal Iduna Park, personne n'a compris ça. Donc, je crois qu'il y avait un bon début de match avec des buts de PEA, Pierre-Emerick Aubameyang, Stambouli, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Guerrero, et puis Mario Götze. Mais ils n'ont pas su garder leur base tranquille, comme toujours. C'est ce qu'on a dénoncé pour cet entraîneur qui a un football qui porte vers l'avant, mais qui oublie souvent la base arrière. Même le sélectionneur allemand, Joachim Löw, lui a reproché ça. Un jeu porté vers l'avant, mais on oublie la base. Donc, je pense que c'est ce qui est arrivé un peu au Borussia Dortmund. On est dans l'euphorie. Après avoir marqué 4 buts, on se dit que c'est fini, on ne peut plus être rattrapé. Et derrière, je crois que Schalke 04 a mis le paquet. Ils ont eu le mental pour, et ils sont arrivés à faire 4-4 à la fin. Je crois que le spectacle était garanti, mais pour le Borussia Dortmund, c'est une période extrêmement compliquée. Sinon, je pense que Peter Bosz est sur la sellette. Ezekiel, vous avez cru en ce score à la fin lorsque vous avez eu les résultats? 4 buts partout? Non, déjà quand on voit 4-0 à la mi-temps, et surtout que c'était une mi-temps à sens unique, on n'aurait pas cru voir quand même le Schalke revenir dans ce match-là. Mais on a été surpris quand même de voir comment Schalke est revenu dans ce match. Du côté bavarois, on pensait déjà tenir cette victoire. Et du Borussia. Du côté de Borussia, j'allais dire, on pensait déjà tenir cette victoire. Donc, surtout quand le score était revenu à 4 buts à 2, on a senti qu'on a commencé par paniquer du côté du Borussia, et puis 4-3, et dans le temps additionnel, à la 93e minute, ce but de Naldo pour permettre au Schalke d'obtenir ce point du nul. Le Borussia qui n'a pas connu de victoire depuis fin septembre. C'est quand même assez anecdotique. Oui, je pense que même dans quelques années, on aura encore à parler de ce match-là. C'est clair. Et c'est un match tout simplement qui entre dans l'histoire. Et je pense qu'il y a un autre homme qui entre dans l'histoire. Oui. Denis Ajtekin, ce nom vous dit quelque chose? Voilà, c'était l'arbitre du match Barcelone-PSG, le fameux 6-1. Et voilà, dans ce match-là, à l'arrivée, 4 partout. Non, mais c'est la prononciation qui est assez différente, quoi. Vous le prononcez la turque, là? Oui. Denis Ajtekin. Mais Fifi, Peter Bosz, l'entraîneur de Dortmund, est en train de perdre sérieusement du crédit. Bien sûr, on a retrouvé Dortmund au cours de la saison à la première place. Oui, justement, et aujourd'hui, leader. Dortmund est 5e au classement. C'est incompréhensible. Et dans ce match-là, je crois que la sortie de Aubameyang aussi, il a laissé ses copiquer, je crois, à la 72e minute. Oui, bon. Et c'est après ça, ils ont pris encore 2 buts. Ils étaient déjà à 4-2 quand il est sorti. Faute professionnelle? Oui, mais en somme, sa sortie a quand même il a laissé en infériorité numérique, et à 10 contre 11, c'était plus facile de revenir. Surtout quand on revient à 4 buts à 2, on a le mental, on se dit on peut encore aller chercher 2 buts. Et en face, on se dit qu'on a pris quand même 2 buts. Et qu'est-ce qu'on va faire? On est un peu désemparé. Et c'est ce qui est arrivé à ce club de Dortmund là. Dortmund a un problème. Et on dit tout le temps qu'ils vont de l'avant. Ça montre pourquoi ils ont pu marquer 4 buts en première période. Et ils oublient souvent l'arrière. Ils ont un problème depuis. Je crois qu'ils doivent régler ce problème-là. Est-ce que c'est un problème d'effectif? Est-ce que c'est un problème de mental au niveau des joueurs? Quand même, on a retrouvé cette équipe à la première place à un moment donné du championnat. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème mental également. Il y a un problème de versier, je ne sais pas. Mais ils doivent à tout prix régler ce problème-là. Sinon, se retrouver quasiment aussi bien dans le championnat que en Ligue des Champions. Ils sont introuvables. Roméo, votre analyse sur cette situation? Je pense que Dortmund n'est pas encore sorti de l'auberge. Mené 4-0 à la pause, on n'a même pas imaginé que l'équipe adverse aussi peut mettre 4 buts dans la seconde mi-temps. Et là, j'accuse un peu le coach qui n'a pas su varier le jeu du Borussia Dortmund, parce que lorsqu'on mène 4-0, il faut changer sa façon de jouer en seconde mi-temps, parce que là, il faut fatiguer plutôt l'adversaire. Lorsque vous avez un jeu trop offensif, ça veut dire qu'il faut dépenser beaucoup.
faire monter, revenir, ça fatigue beaucoup plus les joueurs. Là, il va falloir jouer avec un bloc défensif assez solide et laisser peut-être les attaquants faire le premier rideau, après casser ce premier rideau, revenir un peu, jouer un peu plus bas. Mais on a vu un Borussia Dortmund démarrer la seconde partie comme la première, et là, les joueurs ont été surpris parfois par Schalke 04 qui a su égaliser les 4 buts là en seconde mi-temps. Je crois que ça mérite d'être un match de référence pour peut-être les clubs en Allemagne. En tout cas, je pense que l'équipe en face du Borussia Dortmund n'a jamais aussi bien porté son nom. Et on parle de certains, Julius Nagelsmann de Hoffenheim, peut-être pour remplacer ce joueur. Pourquoi pas, c'est un jeune entraîneur qui a de l'ambition et qui n'a peur de rien. Oui. On l'avait annoncé sur le banc du Bayern, mais là, on sait que c'est plus d'actualité. Justement. Donc il peut arriver au niveau du Borussia Dortmund en tout cas. Parlons du Bayern. Le Bayern qui a perdu pour la deuxième fois au cœur de cette saison. C'est sur le terrain de Mönchengladbach, 2-1. La première défaite de Jupp Heynckes depuis son retour. Donc il y avait un but du jeune frère de Eden Hazard, Torgan Hazard. Ginter également marqué, et puis le but bavarois a été marqué par Arturo Vidal, qui n'est plus très aimé du côté de la Bavière. On pense même le laisser partir, peut-être même l'été, parce que là, il ne rentre pas trop dans les plans de Jupp Heynckes. Donc, c'est une affaire à voir. L'autre résultat à signaler, c'est ce premier match de la 13e journée entre Cologne et Hertha. 2-0 pour le Hertha Berlin, doublé de Vedad Ibišević, qui a disparu un peu de l'écran. On ne le voit plus trop, mais il est toujours là, efficace. 2-0 pour Hertha. Hambourg a perdu sur ses installations, a gagné, Hoffenheim 3-0. 3-0, bien compté. Et Wolfsburg 2-1 pour Wolfsburg. Francfort a perdu à domicile devant le Bayer Leverkusen sur un but de Kevin Volland. Fribourg 2, Mayence 1. Leipzig a dominé le Werder avec un but de Naby Keita. En tout cas, Leipzig qui a envie de revenir en tête de ce championnat sur le Bayern. Et on vous rappelle que le premier championnat a été gagné par Leipzig en 1903. Ça, il faut le préciser. Hanovre et Stuttgart font au jeu égal 1 partout, et on a au total 27 buts, soit 3 buts par match avec 7 victoires, dont 2 à l'extérieur, et puis 2 matchs nuls pour le compte de cette 13e journée. Au classement, le Bayern est en tête avec 29 points, suivi de Leipzig 26 points, c'est 3 points d'écart seulement de les deux clubs. 3e Schalke 04 qui profite de ce match nul inattendu, 24 points, et qui boucle le top 3. 4e Mönchengladbach, le vainqueur du Bayern, qui a 24 points aussi, 4e position, et le top 5 est bouclé par le Borussia Dortmund, 24 points aussi. 14e 21. 21 points. Là vous voulez donner du point, voilà. C'est 21 points. Au bas du tableau, on retrouve le Wolfsburg qui a 14 points, Hambourg 15e 13 points, 16e Fribourg 11 points, 17e Werder Brême 8 points, et puis 18e Lanterne Rouge Cologne. Ça ne va pas, 2 petits points sur combien déjà possible? J'ai pas fait les calculs. 39 possibles. Ils ont perdu 37 points. Incroyable. Donc sûrement la Bundesliga se va. Il y a pire quelque part. Je vous dirai. Le buteur, on a Robert Lewandowski qui est à 13 buts. Dans les 13 buts, il y a 3 pénaltys. 13 buts en 13 matchs. Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund, 11 buts, 2 pénaltys en 12 matchs. Kevin Volland, dont on vient de parler, du Bayer Leverkusen, 8 buts en 13 matchs. Timo Werner, le jeune international allemand de Leipzig, 7 buts, 11 matchs, 1 pénalty. Et puis Alfred Finnbogason d'Augsbourg, 6 buts de pénalty en 12 matchs. La 14e journée, ça commence dès ce soir avec Fribourg-Hambourg. On a Werder, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. Il faut faire très attention. Le Bayern reçoit Hanovre 96 du Togolais Ilas Bebou. Hoffenheim, Leipzig, Mayence, Wolfsburg, Schalke 04, Cologne. Ça devait être facile pour Schalke s'ils ont pu remonter 4 buts. En tout cas, ça ne ferait pas de problème face à la Lanterne Rouge Cologne. Hertha Berlin, Francfort, et puis Wolfsburg qui joue contre Mönchengladbach. File donc Réanou Nyama. Il faut préciser qu'à chaque match au niveau de la Bundesliga, les stades sont pleins, vraiment à craquer. Voilà pourquoi les clubs allemands se portent bien d'ailleurs. Ils ont beaucoup de monde au stade tous les week-ends. Et on va dans un pays où le football rime avec
English Premier League News. C'est quand même incroyable, mais cette formation de Tottenham perd suffisamment de terrain à chaque journée de championnat. La dernière fois, c'était au King Power Stadium face à Leicester, 2-1, Vardy et Mahrez, buteurs. Qu'est-ce qui se passe du côté des Spurs, Fifi? Et c'est la fatigue qui commence à arriver, je ne dirais pas, mais déjà voilà, c'est parce qu'ils ont bien commencé, et il titillait même le haut du tableau. On se disait que cette saison, peut-être que Tottenham va jouer un grand rôle, mais perd déjà face à Arsenal la journée précédente. Exactement. Et Leicester qui ne donne plus grand-chose depuis le début à part il y a deux saisons sans titre, qui n'est plus revenu vraiment au niveau, qui se fait battre encore une fois par Leicester. Peut-être que c'est un moment ça arrive dans la vie des clubs, et il y a des moments où les clubs ne se retrouvent plus. Moi, je pense que c'est peut-être ce qui arrive à Tottenham, et que Tottenham peut-être passe par un moment difficile et va savoir rebondir. Malheureusement pour Pochettino, il n'a pas cette chance-là de pouvoir tourner son effectif. Parce que c'est pratiquement avec les mêmes joueurs qu'il joue la Ligue des Champions et la Première Ligue. On connaît un peu l'intensité du côté de la Première Ligue. Juste après cette défaite face à Arsenal, on voit que les Spurs n'arrivent plus à répondre sur le rectangle vert. Mais heureusement, cette équipe a su se rattraper en faisant un match nul en cours de semaine. Je crois que partant de ce match nul, eh bien, les Spurs auront encore peut-être ce moment de fort pour pouvoir se relancer. Sinon, il faut réagir rapidement. Il faut réagir, surtout qu'à la 10e journée, Tottenham était classé 3e. Et là, au soir de la 14e, Tottenham est classé 7e. Qui alterne souvent le bon et le moins bon. Il n'arrive pas à rester constant dans le championnat. Autrement, il devait déjà gagner un titre sur ces 5 dernières années. Parce que là, ils ont une performance en dents de scie, j'allais dire. Donc, Pochettino n'arrive pas à assurer cette constance au niveau de son club. Ouais. Voilà, vous voyez déjà, Tottenham a 11 points de retard sur Manchester City. C'est beaucoup lorsqu'on parle du championnat anglais. Ça va être très difficile pour eux de gagner quelque chose cette année. Et on enchaîne avec City qui a déjà gagné lors de la 13e journée, qui enchaîne également lors de la 14e, 2-1, même si c'était compliqué, difficile. Oui, la chance du champion peut-être pour Manchester City. Oui, nous sommes à Manchester, faut pas l'oublier. Il y avait le Fergie Time, maintenant c'est Sterling Time, faut le noter. Parce que quand même, c'était un match difficile pour City. Un but marqué à la 96e minute pour permettre aux Citizens de remporter ce match-là. Qui plus est à domicile aussi. Oui, à domicile. Mais pour Raheem Sterling, il a quand même déjà marqué 13 buts cette saison, mais 8 dans les 10 dernières minutes. Donc c'est pour dire aussi que le joueur a franchi un cap sur le plan mental. Lui qu'on traitait de joueur nonchalant par le passé, je pense que il gagne en expérience et mentalement il est plus solide. Donc pour l'instant il fait du bien à Manchester City. Et justement, ça fait la 12e victoire de rang pour City. Donc, il a sonné les 12 coups de Manchester City. City, impressionnant. Un autre joueur qui fait du bien à sa formation, lui, il s'appelle un certain Wayne Rooney. Everton 4, West Ham 0. Et Rooney a marqué un triplé. Il revient bien, ce joueur. Il est de retour chez lui, à la maison. Je crois qu'il est en train de s'épanouir également là-bas. Et moi, qui aimais bien le Manchester United, qui aime bien Manchester United, je n'ai jamais compris pourquoi on l'a laissé partir, même si on pense qu'il est en train de prendre de l'âge. 32 ans. Mais c'était avec l'âge de Cristiano Ronaldo. Avec Mourinho, faut s'attendre à tout. Donc, il fait du bien à Everton, c'est déjà bien, puisque Everton, même depuis le début de la saison, n'est pas très compliqué. C'est très compliqué pour le club. Donc, c'est bien pour Everton et pour Rooney. C'est bien aussi pour l'ancien club de Rooney, Manchester United, qui s'est imposé 4-2 sur la pelouse de Watford. 2 buts partout entre West Brom et Newcastle. Everton, on le disait tantôt, 4-0 face à West Ham. Liverpool également s'est imposé 3-0. Oui, 3-0 devant grâce à ces Africains. Grâce à Mané,
Et Salah. Et vous voyez qui pour le ballon d'or africain? Salah. Oh là là. C'est déjà. Non, ça c'est le vote de Roméo Yetor. Hein. On va voir ce que ça va donner. Et puis quand même Arsenal qui s'est amusé devant Huddersfield, 5-0, même si Lacazette s'est blessé dans cette partie. On va s'intéresser au classement de cette première ligue anglaise à l'issue de la 14e journée. City est toujours devant avec 40 points. Deuxième Man U avec 32 points. Chelsea est troisième, 29 points, 28 pour Arsenal. Et puis Liverpool qui est classé 5e avec 26 unités. Au bas du tableau, on a West Ham 10 points, Swansea 9 points à la 19e position et puis Crystal Palace ferme la boucle avec 9 petites unités. On va s'intéresser au buteur avec Mohamed Salah qui, c'est quand même surprenant de le voir en tant que meilleur buteur de la première ligue anglaise avec 12 réalisations, suivi de Harry Kane 10 buts, Aguero 9 et puis Raheem Sterling également 9 réalisation. On s'intéresse au calendrier de la 15e journée qui nous offre Chelsea, Newcastle, Brighton, Liverpool, Watford, Tottenham, Leicester, Burnley, Everton, Huddersfield, Stoke City, Swansea City, West Bromwich Albion, Crystal Palace et puis un certain Arsenal, Manchester United. Ouf. Arsène Wenger face à José Mourinho. The loser one face au The happy one. Bon, je laisse tout ça. On va voir ce que ça va donner ce week-end. Et puis, les deux dernières rencontres, Bournemouth face à Southampton et puis Manchester City, leader, reçoit à l'Etihad West Ham United. C'est tout pour la Première Ligue. On file de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la crecida de Casemiro, nada la primera, gol. La Liga espagnole, El Tiempo, on va parler de ce match assez intéressant entre le Real Madrid et Malaga, en tout 5 buts dans cette partie. C'était lors de la 13e journée, le Real qui recevait Malaga. Malaga qui fait partie des mauvais élèves de la Liga. Malaga qui a donné du fil à retordre aux Madrilènes à domicile, puisque le Real Madrid, déjà à la 9e minute, grâce à Karim Benzema, a ouvert le score, lui qui inscrivait son deuxième but en 9 matchs en Liga. Et puis juste derrière, Diego Roland, à la 19e minute, remet les deux équipes à égalité. Diego Roland qui était prêté par Bordeaux cette année. Justement. Et puis on voit Casemiro qui sort à la 21e minute pour redonner l'avantage au Real Madrid. Ce n'est pas encore terminé. Malaga va réagir encore à la 58e minute et ça fait 2 buts partout. Et là, le général après prend ses responsabilités. Je parle de Cristiano Ronaldo, bien sûr, à la 76e minute sur penalty. C'est vous qui l'avez dit la dernière fois. C'est lui. À la 76e minute sur penalty tiré à 2 temps, permet au Real Madrid de finalement gagner sur un score étriqué de 3-2 qui fait vraiment du bien au Madrilène. Une défense toujours en paille du côté de Merengue. Oui, dès que Sergio Ramos s'absente, je crois que la charnière du Real Madrid a toujours des problèmes. On n'arrive pas à gérer. Le jeune Jesus Valero, pour l'instant, ce n'est pas ça. C'est pourquoi d'ailleurs on pense à l'arrivée de David Luiz pour essayer de stabiliser les choses, mais il ne va pas jouer la Ligue des Champions. Mais Zidane lui a promis qu'il sera vraiment titulaire pour la Liga. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver du 109 pour cette équipe qui ne se retrouve plus. Zidane en est conscient et il dit il n'y aura pas de départ, c'est sûr, mais on pense faire venir des gens comme Mauro Icardi par exemple pour soutenir Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Donc je pense que c'est un club qui veut faire parler de lui lors du mercato hivernal. On attend de voir tout ça et on va s'intéresser aux résultats du Barça face à Valence. Voilà également qui était en déplacement contre son dauphin. Valence, Barça mené dès l'heure de jeu, va rétablir la parité à la 82e minute grâce à Jordi Alba. Il faut regarder. Il marque pas souvent. Hein. Oui, il marque. Il marque pas très souvent. Il marque contre son ancien club. Oui. Mais il faut également noter qu'un but de Léo Messi a été refusé. Un but, en tout cas, le ballon avait clairement franchi la ligne. Pourquoi ? C'est un fait de jeu. On peut le dire ainsi, mais ça peut être également une négligence. Parce que le ballon a franchi la ligne de but. Le gardien a reconnu que le but est marqué. Messi qui célébrait déjà ce but. L'arbitre peut jouer sur ces deux faits-là pour au moins savoir si le but est valide ou pas. Mais il en a décidé autrement. Et Zinedine Zidane, juste après à la conférence de presse, a dit que c'était un but clair. Malheureusement pour le FC Barcelone qui n'a pas pu gagner ce match. Au moins lui est honnête. Voilà, cette erreur d'arbitre.
d'arbitrage, bien sûr. Maintenant, il dit que l'arbitrage vidéo doit intervenir en Liga espagnole, même si ça va freiner un peu les choses, mais c'est important puisque ça va également permettre de limiter certaines polémiques. Et en Catalogne, on parle de complot arbitral. Vous savez un peu la situation. On se rappelle déjà ce but de Messi, le ballon qui était sorti. Vous connaissez, vous savez un peu la situation en Espagne. Donc, on parle de complot arbitral. Ça fait la une de toutes les gazettes. Vous comprenez. Mais je pense que c'est un but injustement refusé, une situation qui relance véritablement le débat sur l'arbitrage vidéo. Et comme tout gros match qui se respecte en Espagne, une polémique arbitrale n'est pas loin. Donc, tout à fait. Les autres résultats, on va parler de cette forme de l'Atlético Madrid en déplacement qui écrase les 25 buts à 0. Kevin Gamero a mis 2 buts, 2 également pour son coéquipier en équipe nationale, Antoine Griezmann. Le FC Séville également s'impose face à Villarreal, 3 buts à 2. Real Sociedad, Las Palmas, 2 partout. Betis Séville, Gérone, même score de 2. Celta Vigo épingle Leganés 1 but à 0. Espanyol Barcelone bat Getafe de Dieng Dacona 1 but à 0. Le Togolais, tu viens de le dire, prolongé jusqu'en 2023. Une bonne nouvelle pour lui. Une très bonne nouvelle qui est titulaire à chaque fois. Je crois que Getafe veut préserver ce joueur. Parce que voilà. Et surtout le replacer plus coûteux. Pourquoi pas tenter. On va manquer. Il faut déjà savoir. Aïba en déplacement s'impose de 1 chez Alaves. La Corogne 2-2 également pour Athletic Bilbao. Au classement, le FC Barcelone, 35 points, occupe la première place. Deuxième, Valence, 31. 27 pour l'Atlético Madrid qui passe à la troisième place. Le Real Madrid qui est relégué à la quatrième position avec 27 points également. Cinquième, FC Séville, 25. 21 points pour Villarreal, sixième. Getafe est 12e avec 16 points. Malaga est 18e, 7 points. Las Palmas occupe le 19e rang et puis 20e à Alaves. Mais il faut également signaler que le coach Paco Ayestaran de Las Palmas est viré. Il ne passera pas l'hiver. La 14e journée qui s'ouvre ce soir, Malaga, Levante. Demain samedi, on aura un certain Barça Celta Vigo. Oui, un match également très intéressant. L'Atlético Madrid reçoit la Real Sociedad. FC Séville joue contre la Corogne. Athletic Bilbao joue contre le Real Madrid. Dimanche, Leganés, Villarreal, Getafe, FC Valence, Eibar, Espanyol Barcelone, Las Palmas, Betis Séville. Et puis lundi, Gérone, Alaves. Muchas gracias, señor Romeo. Pour les buteurs, rien n'a changé. Non, rien n'a changé puisqu'ils n'ont pas. Saza et puis Bakambu. Voilà. Dans l'ordre premier, deuxième, troisième. Voilà. Heureusement, il y a un Africain dans le trio. Ça, c'est intéressant à savoir. La suite. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Toto Calcio, 10h en temps universel, bien sûr. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans l'émission Plateau Foot Europe. Et cette fois-ci, nous passons la main au patron de la Serie A italienne. Oui, la Serie A italienne égrenait son 14e chapitre et le leader, le Napoli, faisait un déplacement difficile sur la pelouse de Udinese. À l'arrivée, ça a été une victoire, même si difficile. Victoire quand même, 1 but à 0 grâce à un but de Jorginho. Le Napoli donc qui garde le rythme en tête de la Serie A italienne. Son poursuivant, l'Inter Milan, était également en déplacement à Cagliari, mais victoire des Interistes, 3 buts à 1, notamment grâce à leur homme fort, Mauro Icardi. Que le Real convoite. Mauro Icardi, auteur d'un doublé et un but de Brozovic. La Juve a fait fort également, victoire à domicile 3-0 face à Crotone. Mandzukic, De Siglio et puis Benassia sont les buteurs. La Roma, ça va pas fort. La Roma qui était sur la pelouse du Genoa, pas de victoire à l'arrivée, un match nul, un but partout, même si El Shaarawy, une fois encore, a retrouvé Mais 2 points importants perdus. Oui, c'est 2 points importants perdus dans la course au titre, il faut le noter. Et puis la Lazio qui recevait la Fiorentina, un but partout également dans ce match. Un autre match nul, mais qui a coûté sa place à l'entraîneur du groupe. C'est ce match nul vierge du Milan AC face au Torino, 0 but partout, mais l'entraîneur du club, Vincenzo Montella, a été tout simplement limogé et remplacé par
Gennaro Gattuso. Eh bien, justement, parlons-en. Du côté de Saint-Etienne, Oscar Garcia est parti. On amène un ancien de la maison, Julien Sablé. Pour l'instant, ça ne va pas. Mais c'est quoi c'est quoi? C'est une bonne thérapie ou c'est quoi le problème quand on va chercher un ancien joueur pour remplacer un entraîneur? Jusqu'à présent, Milan n'a pas donné les résultats attendus par rapport aux investissements de début de saison. Vous savez qu'ils ont investi plus de 200 millions d'euros pour faire venir des joueurs, mais ça stagne, ça n'avance pas. On ne reconnaît plus les rossonneries. Donc je pense que Vincenzo Montella depuis était sur la sellette et c'était attendu. Cette décision des dirigeants du Milan. Et le cas Gattuso. Oui, on a parlé de Conte, mais Conte est sous contrat. Absolument. Il a accepté venir. Il a dit dans une de ses déclarations pourquoi pas retourner en Italie, par exemple. Donc on sait qu'il veut quelque part retourner en Italie, mais pour l'instant on ne sait pas si c'est pour prendre Milan, puisque Carlo, lui, il a déjà refusé. Bien sûr. Donc, mais faire venir Gennaro Gattuso, on va lui laisser le bénéfice du doute, parce que d'autres anciens joueurs de la maison ont échoué. Quand vous prenez Clarence Seedorf, il était là, il n'a pas pu sauver le Milan. Pippo Inzaghi a fait un tour, ça n'a pas réussi. Donc je ne sais pas si c'est la thérapie pour faire renaître Milan C, mais on va voir quand même. On sait que le joueur lui-même, lors de sa carrière, a toujours montré de la fougue, de la détermination, de la volonté. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour relever le Milan? Attendons de voir. Oui, Romeo avant un troisième Diego Simeone. On parle de compter en première ligue maintenant. Tous sur le banc. Imaginez un peu ce qui va se passer, mais ça fait mal quand même de voir le Milan traîner les pas comme ça. Mais dans la vie de chaque club, ça arrive maintenant. Il revient aux dirigeants de cette formation de pouvoir donner une nouvelle orientation, une nouvelle ambition à ce club. Peut-être que le passage de Gattuso va être un tremplin, histoire de voir cette saison terminée, chercher un entraîneur pour le club. Au Milan AC, on a bien envie de dire que l'argent ne fait pas le bonheur, parce qu'on a dépensé les 200 millions et à la fin on souffre autant. C'est quand même difficile pour le club milanais. On sait qu'après 14 journées, le Milan n'a que 20 petits points à moins 18. Sur 42 possibles. Oui, à 18 points de retard sur le leader, donc c'est compliqué. Montella qui a perdu face au Napoli, face à la Juve, face à l'Inter, face à la Roma, la Lazio et la Samp. Donc, les concurrents. Oui, les concurrents directs pour le titre. Donc comprenez que pour le titre c'est mort maintenant. On remplace par Gattuso. On connaît quand même le tempérament de ce joueur, et lors de sa présentation mardi à la presse, il a déjà dit on va se comporter sur le terrain comme sur un champ de bataille. C'est du Gattuso. Ça veut tout dire, hein. Voilà. Ça veut tout dire. C'est du Gattuso, mais il faut quand même pas oublier que dans cette équipe du Milan, il y a quand même 16 nationalités. Wow. Et une moyenne d'âge. C'est pratiquement l'Inter. Oui, il y a une moyenne d'âge de 21 ans. Vous voyez, il y a du potentiel. Voilà, il y a du potentiel. Ce sont de jeunes joueurs. Maintenant, peut-être avec la fougue de Gattuso, on attendra de voir ce que ça va donner. Peut-être que c'est la jeunesse qui dérange, parce que lorsque vous voyez dans les années 90 le Milan qui gagnait, la moyenne c'est près de 30 ans. Bien sûr, ce sont des joueurs très expérimentés. Très expérimentés. Justement, même quand on prend le Milan de 2007, où il y avait les Seedorf, Maldini, Nesta, et Costa Curta, ce sont des joueurs âgés quand même. Mais bon, c'est difficile. Hein. Il saura transmettre son tempérament. Cafou et tous les autres. La moyenne d'âge était de plus de 30 ans. On va s'intéresser au classement. Oui. Est-ce qu'il y a un changement? Au classement, il n'y a pas de changement, mais je vous donne seulement un score pour vous faire comprendre ce que je vais dire. Benevento a encore perdu face à l'Atalanta 8-0. Donc au classement, le Napoli reste toujours en tête avec 38 points, suivi de l'Inter à moins 2, 36, 34 pour la Juve, la Roma 4e, 31 points, la Lazio à 29 unités, 26 pour la Samp et le Milan 7e, 20 points. Dans la zone rouge, on a Spal, 10 points. 19e, Hellas Vérone 9 points, et puis Benevento toujours 0 pointé, c'est incroyable. Toujours pas le moindre point pour Benevento. Déjà la série B est garantie. Au classement des buteurs, Mauro Icardi est en tête avec 15 buts également pour Ciro Immobile, et puis 3e Paulo Dybala
12 buts. Meilleure attaque, la Juve, 40 buts marqués en 14 journées. Et puis la meilleure défense, le Napoli et la Roma, 9 buts encaissés en 14 journées. La 15e journée démarre ce vendredi même, ce soir, avec le match AS Rome Spal et puis le gros choc entre le Napoli et la Juve. On attend de voir. Ah oui, on attend de voir, surtout qu'il n'y a que 4 points qui séparent. Si jamais la Juve gagne, oui, la Juve revient à un point, à une longueur du Napoli. Et si ça relance complètement le championnat. Le Napoli passera à plus 7. Et là, ça va être peut-être compliqué pour la suite. Et demain samedi, on aura un match, Torino, Atalanta, Bergame. Puis le dimanche, Benevento, Milan AC. Peut-être que le Milan AC va retrouver le goût de la victoire ou la première victoire ou le premier point de la saison pour Benevento. Donc, c'est un match à enjeu. Le premier match de Gattuso. À gros enjeu. Le premier match de Gattuso sur le banc du Milan AC. L'Inter Milan reçoit Chievo Vérone, Fiorentina Sassuolo, Bologne Cagliari, puis la Samp sera face à la Lazio. Grazie mille, Ezekiel Ayataï. On file de l'autre côté. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. L'information en Ligue 1 française, Fifi Assobabi, c'est que Marseille est le nouveau dauphin du Grand Paris Saint-Germain. Oui, Marseille peut dire merci à Lyon et à Monaco qui ont tous deux perdu au cours de la 15e journée. Il faut rappeler que vendredi dernier, aujourd'hui, il y a eu 2 journées de championnat, la 14e et puis la 15e journée. On va aller avec la 15e journée, tout en rappelant peut-être quelques scores de la 14e journée pour dire déjà que le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de problèmes pour pouvoir s'imposer face à 3 à domicile. Paris Saint-Germain en difficulté. Un peu en difficulté, 2-0 face à 3, 2 buts inscrits par Neymar et Cavani. Dans cette rencontre, Cavani a quand même raté un penalty en première partie. Donc Neymar lui a laissé jouer le penalty. Oui. C'est quand même rare. Hein? C'est lui qui tire les penalties. et Cavani a raté, mais Cavani s'est racheté en inscrivant un but en toute fin de partie. Et pour le 2-0 face à 3. Et Marseille qui a atomisé Metz en déplacement. Marseille ça fait mal au cœur parce que Metz, il y a un certain Dosevi là-bas. Oui, et ça ne va pas du tout pour Metz. Et tout à l'heure, Ezekiel parlait de Benevento. Je crois que Metz aussi est en train de prendre la porte de la deuxième division. Justement. Et parce que là, ça fait encore une énième défaite. 0 but contre 3, des buts marqués par Thauvin, Luis Gustavo et puis Lucas Ocampos. Thauvin qui est l'homme fort dans ces derniers matchs. Déjà, lors de la 14e journée, Thauvin a permis à Marseille de battre Guingamp 1-0. Et Lyon, c'est peut-être le match, peut-être la surprise de cette 15e journée. Justement. Lyon qui perd à domicile face à Lille. Lyon qui était dans une forme époustouflante. Pratiquement les 3 derniers matchs, ce sont des victoires par 5-0. Et surpris à domicile par Lille qui va très mal. Très mal. 1 but contre 2. Et c'est quand même incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé avec Lyon. Et puis Monaco qui perd face à Nantes en déplacement cette fois-ci. 1-0. Pour les autres rencontres, il faut dire que Amiens a dominé Dijon 2-1, Strasbourg. Et quand se neutralise 0 but partout, Bordeaux a battu Saint-Etienne encore. Saint-Etienne, ça ne va pas, 3-0. Angers a été battu à domicile par Rennes. Sabri Lamouchi qui fait quand même ça va bien pour lui, hein. Il est content. Ça va, ça fait 1 but contre 2 pour Rennes. Guingamp et Montpellier se sont neutralisés également 0 but partout. Et voilà. Et Toulouse a battu Nice qui ne va pas bien également. C'est compliqué également pour cette formation, même si Balotelli a... Nice a été battu lors de la 14e journée, mais a gagné face à Toulouse. Justement. En déplacement, 1 but contre 2. Voilà, c'est... Et pour rappel, lors de la 14e journée, il y avait eu un choc entre Monaco et le PS Paris Saint-Germain. Mais on sait qui a gagné par le Paris Saint-Germain, 1 but contre 2. Il y avait également là Edison, Cavani et Neymar qui ont marqué. Cavani qui... Il se rapproche du recours de Zlatan Ibrahimovic à 3 buts. Zlatan 156 buts, toutes compétitions confondues. 153 pour 153 pour Edinson Cavani. C'est sûr que le record... Oh non, c'est clair. J'imagine la mimique de Zlatan. Peut-être le jour ça va se produire. En une journée, pourquoi pas. Au classement, le Paris est loin, très loin de leader. Loin devant à 41 points. Oui. Et suivi de Marseille, 31 points, 10 points d'écart. Mais c'est quand même bien pour Marseille de retrouver Marseille Dauphin. Ah oui, ça fait du bien au fossé. Ça fait du bien au fossé. Lyon qui est 3e avec 29 points. Oui. Monaco 4e avec 29 points également. Nantes
5e avec 26 points en bas de classement. On retrouve Lille 15 points, et Angers, Lille 18e 15 points, Angers 19e 14 points et puis Metz 4 points. Aïe. Mathieu Desailly doit changer de club. Je crois que la saison prochaine, il va le faut. Et la prochaine journée? La prochaine journée, ça démarre cet après-midi. Bien ce soir, Dijon joue Bordeaux. Et samedi, demain, Strasbourg reçoit le Paris Saint-Germain. Lille joue Toulouse. Monaco reçoit Angers. Nice reçoit Metz. Et, Rennes reçoit Amiens. Troyes reçoit Guingamp. Et dimanche, Saint-Étienne joue Nantes. Caen joue Lyon. Et puis Montpellier reçoit Marseille pour clôturer. Montpellier-Marseille. Vous vous rappelez d'une certaine époque, je ne sais pas si c'est la période 2003-2004, il y avait 4-0 pour Montpellier face à Marseille. Et Marseille a remonté le score 4 buts partout. 5-4 à la fin. C'est un match historique. Un match historique, comme l'a été également Borussia Dortmund. 4 avalanche de buts. Donc on aime ça dans le football. Oui, toujours. Pour finir, les buteurs, Cavani. 17 buts. Bien sûr. Qui devance maintenant à Falcao de 4 buts, 13 buts, 13 pour les deux Sud-Américains. Oui. Mariano Diaz suit avec 11 points, Neymar 9 buts. Oui. Et Depay. Memphis Depay de l'Olympique Lyonnais également. 8 buts. Et puis on va s'intéresser sans jingle ou sans générique avec la belle forme de Adebayor en Super League. La dernière fois, Istanbul fait un match nul d'un but partout face à Kayserispor. Adebayor encore buteur dans cette partie. Oui, je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter au capitaine des Éperviers sur ça lui fait 6 buts en 14 matchs. Oui, ce n'est pas mauvais comme statistique. Je crois qu'il doit continuer de travailler. On sait qu'il est en train de prendre de l'âge, c'est normal. Mais quand il marque, ça fait toujours plaisir à ses fans. Et voilà, on veut le voir comme ça, marquer des buts sur but chaque journée de championnat en Super League. Je crois que ça doit faire 8 buts. 8 buts, exactement. Puisqu'il était avec son triplé. Un penalty. Voilà. Avec un penalty. Et, on aime bien le voir jouer au ballon et marquer des buts. Mais on ne l'aime pas trop quand, en dehors du terrain, il est là à trop parler. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Affaire à suivre. C'est pas bon communicateur. 8 buts en 12 matchs. C'est bien pour lui. 8 buts en 12 matchs. C'est ce qu'on retient. La suite. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Ah oui, il sonne 10h15 exactement ici à Lomé. Il serait bien sûr 13h15 du côté de Moscou en Russie où va se dérouler dans, disons, quelques heures, parce que le tirage au sort a lieu à 15h, temps universel. On va s'intéresser à cette sélection-là dont nous décryptons les majeurs ici. La France, l'Allemagne, l'Angleterre. Sauf qu'il n'y a pas l'Italie cette année. Mais il y a le Portugal. Mais du côté de la France, à quoi s'attendre pour un tirage? Parce que beaucoup d'observateurs s'intéressent à un tirage facile, un tirage à la portée, un tirage clément. Pour la France. Vous savez que souvent dans ces genres de compétitions, que ce soit dans les éliminatoires ou en phase de poule, la France tombe toujours sur un groupe assez moyen qui lui permet quand même de passer au tour suivant. Et là, les journalistes pensent que ça va être la même chose. On pense à un groupe où il y aura la France, le Panama, l'Iran. Et puis voilà, pour passer rapidement. On parle du Pérou également. Pérou pour passer en huitième de finale. Donc il faut s'attendre à tout. C'est vrai, on peut tomber dans un groupe facile comme on peut tomber dans un groupe de la mort. Lorsqu'on veut gagner une compétition comme la Coupe du Monde, il faut s'attendre à tout. Franck l'a dit, c'est vrai que l'Italie n'y est pas. Vous voyez l'Allemagne comme favori, tomber sur une équipe africaine par exemple? Oui, c'est possible, ça peut arriver. Mais l'Allemagne, oui, reste... Favori? Oui, parmi les favoris.
de cette Coupe du Monde. Il y a l'Allemagne, il y a le Brésil, il y a la France, puisque la France a quand même une très belle équipe qui participe à cette Coupe du Monde. Donc je crois que les grands sont là, mais attention aux surprises. Il y a des pays comme l'Espagne, on ne parle pas trop de l'Espagne, mais l'Espagne lors des éliminatoires. Logé dans le chapeau 2 en compagnie du Pérou, de la Suisse, l'Angleterre, la Colombie, le Mexique, l'Uruguay et puis la Croatie. Oui, l'Espagne est dans le chapeau 2, donc ça veut dire que forcément l'Espagne jouera face à un grand. Exactement, comme la France, comme la Russie, comme l'Argentine. Voilà, donc je pense qu'il y a de beaux matchs et on s'attend forcément à un groupe de la mort comme lors de toutes les Coupes du Monde. Et ce groupe de la mort, voilà, c'est la grosse interrogation. On sait que l'Argentine se trouve quand même dans les chapeaux ont été faits par rapport au dernier classement FIFA. Donc c'est pas comme par le passé où on choisit quand même les têtes de série, ceux qu'il faut mettre dans le chapeau 2 et ainsi de suite. Là c'est par rapport au classement FIFA, donc on peut avoir des groupes très relevés. Groupe relevé également, comme on le disait tantôt, pour l'Espagne, qui peut peut-être retrouver des formations comme la Corée du Sud, le Maroc, le Nigeria, la Serbie, l'Arabie Saoudite et pourquoi pas aussi la France. Malheureusement pour les Espagnols, ils ne sont pas bien classés dans ce classement FIFA-là, ce qui fait que l'Espagne peut tomber sur un gros morceau. Mais je crois que l'Espagne aujourd'hui a toutes les chances de pouvoir faire une très bonne Coupe du Monde 2018. Au vu de ces éliminatoires, on a vu une équipe espagnole qui nous a beaucoup séduit, qui a su damer le pion à l'Italie, même si l'Italie ne se porte pas bien. L'Italie fait partie des grandes équipes d'Europe et là l'Espagne l'a mis en 3-0. Je pense également que l'Allemagne, après avoir passé un Euro assez compliqué, les Allemands ont su redonner une nouvelle vie à cette équipe de la Mannschaft, surtout avec ces jeunes-là qui ont remporté la Coupe du Monde, enfin la Confédération. Oui. Je pense que l'Allemagne fait figure de favori. Il ne faut pas écarter la France. Mais le côté français, c'est cette jeunesse-là qui n'aide pas trop souvent la France parce qu'à un moment donné, il faut jouer avec beaucoup plus d'expérience, avec des joueurs capables de changer la décision au cours d'une rencontre. Mais on n'a pas encore ce type de joueurs avec les Français. Ce sont des jeunes qui commencent par avoir un peu plus de volume, mais par rapport à l'expérience en matière de matchs compliqués, on n'en a pas encore du côté de la France. Mais il ne faut pas écarter le Portugal. Le Portugal également qui a passé des éliminatoires assez compliqués, qui est passé par le barrage pour pouvoir... ils sont dans le chapeau 1. Voilà. Ils sont dans le chapeau 1. Dans le chapeau 1. Oui, ils sont qualifiés directement. Ils sont qualifiés. Oui, c'est plutôt la Suède. Lors de la dernière journée. C'est plutôt la Suède qui est passée par les barrages. Je crois que le Portugal peut tomber également sur un gros malheur au Portugais s'il tombe sur une équipe africaine. Le Nigeria par exemple, le Maroc. Cette année, on voit que les Africains aussi se sont bien préparés. Évoquons le cas de l'Angleterre. L'Angleterre qui a gagné la Coupe du Monde des moins de 21 ans récemment. Est-ce que cette formation aussi peut aller loin dans cette Coupe du Monde? Oui, moi je placerai l'Angleterre dans les favoris parce que par rapport à son effectif, quand même, il y a des très bons joueurs. Mais l'Angleterre, dans son histoire, n'a jamais été bien en Coupe du Monde. Ça fait un moment qu'on attend l'Angleterre. À chaque édition, on attend l'Angleterre et on ne voit jamais l'Angleterre. On ne sait véritablement pas le vrai problème de l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre n'arrive pas à s'imposer en Coupe du Monde. Et là, sur ce point, par rapport à son passé, je me dis que ce sera sur ce point compliqué pour l'Angleterre quand on retrouve des équipes comme l'Espagne, quand on joue des équipes comme l'Allemagne, pour moi, qui est le grand favori de cette compétition. Quand on retrouve même des équipes comme la Belgique, qu'on oublie des fois, mais qui a quand même un très bon effectif depuis l'Euro. On l'a vu, même si l'Euro n'a pas souri, la Belgique a quand même un bon effectif et à chaque match, la Belgique est en train de démontrer et tout ça. Maintenant, moi, c'est la place de la Pologne même dans le chapeau que je ne comprends pas. On parle du classement FIFA. Comment se fait-il que la Pologne se retrouve devant l'Espagne, par exemple, devant l'Angleterre, par exemple? Pour moi, c'est un peu compliqué. On est en train de me dire que la Pologne joue plus de matchs amicaux et voilà, gagner plus de matchs amicaux. C'est pourquoi c'est. Et là, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je suis pas toujours d'accord, mais je crois que l'Espagne également a sa carte à jouer dans cette compétition. Oui, parlons du problème de l'Angleterre.
Par le passé, c'est vrai que l'Angleterre a toujours eu un gros championnat, la Première Ligue, mais entre-temps, ce sont les étrangers qui faisaient la force de ce championnat anglais. Mais aujourd'hui, on a des Anglais qui font parler d'eux dans ce championnat, à l'instar du roi Kane, à l'instar de Sterling. Ils sont nombreux aujourd'hui, même le latéral de Walker. Voilà, Walker par exemple. Donc aujourd'hui, je pense que l'Angleterre a une équipe plus compacte, des joueurs, de très bons joueurs au niveau de tous les compartiments. Donc l'Angleterre peut être placée parmi les favoris, je pense. Et l'Angleterre a sa carte à jouer dans cette Coupe du Monde. Oui, moi je pense que l'Angleterre a sa carte à jouer. Moi je veux placer les Three Lions plutôt. L'heure a sonné dans les outsiders, parce que là, l'Angleterre, c'est vrai, comme Aïe le dit, à un moment donné, il n'y a que les étrangers qui faisaient la force de la Première Ligue. Ils ont compris la leçon et ils ont injecté de jeunes Anglais. La preuve, aujourd'hui, ils ont une équipe des moins de 21 ans qui est sacrée championne du monde. Justement. Mais ça ne suffit pas. Quand vous remontez l'histoire, ça fait 52 ans, en 2018, que l'Angleterre a gagné la Coupe du Monde en 66. Exactement. Sur un but quand même controversé. Donc, je pense qu'il manque quelque chose au plan mondial pour les Three Lions. Ils sont bien sur l'échiquier européen. Maintenant, quand on les bouge sur le plan mondial, ils ont, on va dire, quelques difficultés à s'exprimer. Donc, ils font partie des outsiders pour moi. Il va falloir travailler encore plus pour pouvoir prétendre gagner la Coupe du Monde. Ce n'est pas aussi aisé. Et quand même, il faut reconnaître également une chose, c'est vrai que cette Coupe du Monde-là, elle attire toujours beaucoup de téléspectateurs et surtout de spectateurs. Mais je voudrais que vous prononciez sur l'aspect, entre guillemets, de discrimination raciale qu'il y a en Russie. Vous pensez que cette Coupe du Monde sera une réussite, surtout que les Noirs, les personnes de couleur ne sont pas souvent appréciées dans ces pays-là, dans ce pays? Ils sont obligés. Parce que lorsque vous voulez abriter un événement, je crois que le racisme, ça existe un peu partout, mais dès qu'il y a de tels événements sportifs... C'est prononcé également en Russie. C'est prononcé, je sais. En Italie, en Espagne, même en Afrique du Sud. Si aujourd'hui, l'apartheid d'aujourd'hui, on pense que l'Afrique du Sud est le symbole même de la discrimination. On a joué la Coupe du Monde en Afrique du Sud, on a vu l'accueil réservé aux autres nationalités. Je pense qu'avec le football surtout, on essaie d'éviter ce genre de problème-là. Parce que vous commettez des erreurs, c'est tout le monde entier qui vous regarde. Donc je ne pense pas qu'on va se permettre de s'illustrer négativement au cours de cette Coupe du Monde 2018. Plutôt la Russie, à partir de cette Coupe du Monde, doit se mettre à l'esprit que nous sommes tous les mêmes, parce que les Africains, peut-être les hommes de couleur qui vont prester là-bas ou bien qui vont se produire, peut-être vont les séduire autrement et ils vont se rendre compte que quoi qu'on est différent, nous sommes toujours les mêmes et c'est le même sang qui coule dans nos veines. Il faut oublier ces histoires de racisme-là. Moi, je pense que Vladimir Poutine et son pays sont obligés de ranger un tant soit peu cette histoire de racisme. On se souvient que les étudiants africains ont souffert véritablement là-bas dans ce pays. Et je pense que petit à petit, ils sont obligés de reléguer cette attitude bizarre, cette attitude bestiale quelque part. Parce que la Coupe du Monde, c'est la fête. La Coupe du Monde, c'est la fraternité, c'est l'amitié. On est ensemble pour faire la fête du football. Donc, la FIFA a pris une décision salutaire. Si on entend un cri raciste dans les tribunes, on va stopper le match et l'équipe fautive perd le match. Ça veut dire beaucoup de choses et je crois que la Russie accueille cette compétition, veut être exemplaire. On a parlé de tout ça avant d'attribuer la Coupe du Monde à la Russie. Ça, c'est des discussions de coulisses qu'on ne met souvent pas au devant du public, mais ça a été discuté. Et si la Russie se permet d'encourager, on va dire, ce comportement bestial, je crois qu'ils auront à perdre des points et ça ne leur fait pas du bien. Donc, je crois que ce sera une belle fête. On m'a donné l'exemple de l'Afrique du Sud. La FIFA elle-même a donné 9 sur 10 pour l'organisation à ce pays africain qui a organisé l'une des plus belles Coupes du Monde. Donc, je pense que la Russie ne va pas s'aventurer sur ce terrain. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses. Oui. Si quelqu'un le fait, on va les sanctionner comme il se doit. Oui, mais moi déjà, pour les anciens joueurs qui ont
été invité pour ce tirage au sort. Je pense qu'on pouvait déjà inviter. Il n'y a pas d'Africain. Il n'y a pas d'Africain dedans. Moi, ça m'a quand même. Ça vous dérange? Ça vous dérange? Oui, mais moi ça me dérange puisque au niveau du continent sud-américain, on a fait appel à Cafu. Il y a les Cannavaro, Diego Forlan, Maradona, Gary Lineker, oui, Gordon Banks, Closer. Mais en Afrique, il y a des grands joueurs, Drogba, Eto'o, Roger Mila, Moustapha Hadji, il y en a plein, Okocha, il y en a plein. Kanou, bon, mais je ne comprends pas quand même pourquoi aucun Africain n'a été. Peut-être lors de la cérémonie d'ouverture. Ils vont se rattraper. On attendra de voir. Mais moi, je veux parler également de l'éducation, de la sensibilisation. Ça passe. L'État peut avoir envie de faire quelque chose de grand, d'éliminer le racisme au cours de la Coupe du Monde, mais il faut que ça passe également par la sensibilisation, l'éducation, parce qu'il y aura des groupes organisés. Toujours. Il faut les démanteler, non seulement les éduquer également. Et oui, on se rappelle de cette fameuse situation des hooligans en Angleterre, mais c'est déjà éradiqué pour de bon. Jingle, PFE, et rapidement on parle du terme sportif. Ok, on va suivre avec le terme sportif. On va parler du tacle glissé. Tacle glissé, ça fait déjà sourire Franck Munyama. C'est un geste qu'on fait souvent en football, un geste par lequel un joueur tente de prendre le ballon à un joueur adverse en laissant délibérément ses pieds glisser sur le sol avec une jambe tendue, de manière à pousser le ballon loin de l'adversaire. Vous imaginez déjà ce que ça peut donner? Oui. Ceux qui se souviennent du générique, de l'ancien générique de la Ligue africaine des champions, lorsqu'on voyait le tacle du regretté Salou Tadjou. Voilà, c'est ça un tacle glissé. Et il le fait si bien. Je voudrais juste donner cet exemple-là. Et ce tacle glissé, il ne faut pas le faire sur un air de jeu. C'est ça. Pas sur une pelouse. Une pelouse, on peut le faire, mais pas sur un air de jeu. Non, mais sur un terrain. Vous imaginez un tacle. Vous en sortez avec une pièce de... On le dit souvent, parce que quand vous aventurez à faire ça, on prend un pot novi, quoi. Ça se fait pas sur Akodjendi. Mais sur... même au municipal, attention. Il y a certains joueurs qui ont souvent l'habitude de le faire entre-temps. Paolo Maldini. Il le fait si bien. Le tacle glissé. Alessandro Nesta également. Un certain Yap Stam également. Quand c'est réussi, c'est beau. Quand c'est réussi, c'est tout simplement beau. C'est très beau à voir. Salou Tadjou en est l'exemple pour nous au Togo. En tout cas, félicitations à tous ces joueurs-là qui réussissent ce genre de gestes sur une pelouse de football. On va faire, la dédicace et puis saluer certains inconditionnels. On va demander à Nas de nous repasser le son happy, le temps de passer le micro à nos spécialistes. Ézéchiel? Je dis bonjour à Manu Akwete, à Rachida Alassani, Maussi Moncha, tous ceux qui nous suivent du côté de Djolé. Un coucou à l'équipe Mouzou FC. Fifi Asogbavi. Je salue tous les passionnés de cette édition. Il y a le top 3 africain. Bon, on va passer là-dessus la prochaine fois. Allez-y, c'est bon? C'est bon. Ouh là là, c'est assez simple. Alors, heureux anniversaire à Komi Vichem qui souffle une bougie de plus bon anniversaire à toi. Anniversaire à toi. Vous envoyer des broches. C'est pas gratuit, c'est Padé, je te salue. Je salue également One Love le Barcelonais qui passe un bonjour à Fifi Asogbavi. Bonjour également à Ourumba Falil ou CR7, à tous ceux qui écoutent cette émission. Et l'homme de Gladias Papa Baby, je te salue également. Je le salue également. Bonjour. Bonjour à Esther, bonjour à Gloria, Kenneth, bonjour à Pascal, Daniel, Marouf, bonjour à Innocent, le taximan, One Love, le Barcelonais, bonjour à tous ceux qui sont des inconditionnels de cette émission. Et moi, pour le top 3, je place Salah Mané et puis Jen, qui a... avoir convaincu. Vous insistez là-dessus. Pour avoir convaincu les dirigeants de Retafe à le prolonger jusqu'à 2023. Si vous êtes intéressé par Diane, déposez l'argent. C'est ce que ça veut dire. Franck, vous êtes son agent? Non, mais je sais que c'est pour ça. C'est pas pour rien. Ah oui, c'est pas pour rien. Voilà, je vais pas oublier Elliot Mablé, qui joue à Touron, et puis
je fais un coucou à Lawson Plaka Kevi, alias Tequilo. Ah oui, mais Anas, on peut continuer encore 2 minutes parce que tu nous as déjà pris 2 minutes entre temps par rapport au... Mais bon, on va saluer également Sika Ovi, Gordo, Azimovic, Bruno. Julien Adan était du côté de Cotonou, il nous suit très très bien. Bonjour à vous. Et on se dit à vendredi prochain. Oui. Mais tout à l'heure, est-ce qu'il y aura une émission spéciale pour la Coupe du Monde? On attend le voir. On va passer l'événement en direct. Justement, l'événement passe en direct sur Sport FM. Donc vous pouvez quand même suivre. À chaque fois que le tirage au sort sera fait, on espère que les équipes africaines auront un beau tirage. C'est tout pour ce numéro 473 de Plateau Foot Europe, mise en onde par Anas PM. Oui, la réalisation également a été signée par Elom Adovan. Restez longtemps debout pour cette émission. Merci à vous, chers spécialistes. Merci également à Armel Waba. Bon courage à toi. Reviens. Bon courage à toi, Armel. Et très très vite. À très bientôt sur Sport FM. Ciao, ciao.